on a, souvent des gens qui s'imaginent qu'avec des données mal structurées, l'IA va faire, quelque chose de magique et te donner quelque chose de bien. Et en fait, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que quand tu fais un chatbot interne, la partie générative de l'IA, elle est cosmétique, en fait. La partie la plus clé, c'est vraiment la partie retrieval. C'est la partie où tu vas, t'amuser à retrouver le contexte, qui correspond au mieux à ta query. Et cette partie-là, elle est compliquée, notamment, quand tu as des données quand l'information que tu cherches, elle est très dispersée dans ta knowledge base. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sora, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Jean-Marie John Matthews, cofondateur et CPO de la startup bien nommée Giscard. Jean-Marie a un profil atypique. Après avoir commencé sa carrière en tant que data scientist, il se lance dans la rédaction d'une thèse sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce travail l'amènera progressivement à identifier des solutions pratiques liées aux risques de cette technologie, qu'il met désormais au service des entreprises à travers Giscard. La mission de Giscard est simple, valider la robustesse, l'efficacité et la sûreté des intelligences artificielles en les protégeant des risques associés aux nouveaux modèles, comme les hallucinations ou les biais discriminatoires. Cette startup, qui développe sa solution en open source, a le potentiel de devenir un maillon indispensable dans l'écosystème de l'IA générative. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jean-Marie John Matthews de Giscard, fondateur de cette startup qui est en train de faire de plus en plus parler d'elle dans la Gen AI. Salut Jean-Marie, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter s'il te plaît? Ouais, donc ouais, je suis cofondateur de Giscard. Je m'occupe aussi de la partie produit, donc je suis aussi CPO et aussi, la partie plus scientifique de Giscard, puisque c'est un peu la particularité de notre boîte. On a, plusieurs équipes de recherche. Qu'est-ce que c'est Giscard? En gros, on est une start-up qui propose des solutions pour la qualité des modèles d'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce que c'est la qualité? C'est des modèles pour scanner, pour débugger, pour monitorer, pour tester, les modèles d'IA, pour différentes raisons, parce qu'il y a plein de risques autour de l'IA, des risques éthiques, des risques de sécurité, réputationnels. Donc nous, on essaye d'adresser ce souci-là. Et mon parcours, moi, juste avant, Giscard, je viens plutôt du monde de la recherche, où j'ai fait ma thèse sur, plutôt l'éthique de l'intelligence artificielle, comment on fait pour débiaiser des modèles, comment on fait pour les expliquer. Et j'étais aussi data scientist un petit peu avant. Voilà. Ok, merci beaucoup. Effectivement, c'est assez rare d'avoir des founders qui ont des parcours de chercheurs comme le tien. Je pense que ça peut être un bon point de départ pour notre échange. Comment est-ce que tu t'es progressivement intéressé à ces enjeux éthiques dans l'IA qui évidemment sont d'actualité plus que jamais et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta thèse? Évidemment, le Giscard en découle assez naturellement. Voilà, comment tu t'es lancé là-dedans? Alors, ça a commencé d'abord quand je travaillais en tant que data scientist. Déjà à cette époque-là, je faisais une, licence de philosophie en cours du soir. Donc j'étais consultant au tout début quand j'étais data scientist. Donc du coup, je m'acclimatais au fur et à mesure des sciences humaines à cette époque-là. Et après à un moment donné, je me suis dit, j'avais plus envie d'être data scientist parce que j'étais beaucoup trop intéressé par la philosophie. Donc j'ai démissionné pour faire à plein temps, de la philo. Et c'est à ce moment-là, quand je voulais faire chercher une thèse, puisque c'était mon but, j'avais vu cette manière de concilier en fait, en gros, la data science et la philosophie avec ce sujet de l'éthique de l'IA qui était pas autant on va dire à la mode qu'aujourd'hui. Et donc, quand j'ai commencé ma thèse, quand j'ai commencé mes recherches sur ce sujet-là, il y a eu toute cette explosion de l'IA, les risques de l'IA, l'AI Act aussi, hein, qui est la régulation européenne, qui a fait un peu, montrer un peu, médiatiser en tout cas les gros enjeux et les risques de l'IA.
Donc c'est là où j'ai pu travailler déjà sur les outils pour, adresser les problèmes de qualité de l'IA, notamment sur les tests de l'IA. Et ensuite, une fois la thèse finie, ben, je voyais qu'il y avait clairement, de quoi opérationnaliser des choses qui existaient dans la recherche et que là, c'était juste une question de voilà, que le marché était pas encore complètement mature, mais qu'il allait l'être et qu'il fallait proposer des choses. Donc c'est là où, on a décidé, de cofonder, cette boîte Giscard. Et concrètement, les sujets et les problématiques que tu as identifiées au cours de ta recherche, est-ce que tu peux nous en faire part, peut-être nous donner quelques exemples de biais, de problèmes qui émergent lorsqu'on veut intégrer la GenAI at scale dans son produit, pour que les gens comprennent bien effectivement quels sont les apprentissages que tu en as tiré et qu'on discute progressivement des solutions que vous proposez aussi. Ouais. Alors les risques, de l'IA générative, en fait, il y en a plein, on le voit, enfin, moi je travaille, tous les jours, je discute avec des data scientists qui ont mis en place des IA génératives et qui, soit le projet capote ou, ils ont des soucis particuliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent des outils. Et donc en fait, si on essaye de mapper un peu les différents types de soucis, tu as des risques, d'avoir des mauvaises réponses, de manière, bête et méchante. Donc ça peut être parce que tu as de l'hallucination, tu as des omissions, tu sais, en général, quand les gens font des alors le truc à la mode aujourd'hui en IA générative, c'est de faire des chatbots internes et donc des chatbots qui vont utiliser tes données internes de la boîte et en fait, ce qui peut arriver souvent, c'est que soit, il y a une information qui est présente dans ta knowledge base que ton IA ne sort pas ou, elle sort quelque chose qui ne marche pas. Donc ça, c'est le truc le plus classique qu'on voit souvent et du coup, ça détériore la qualité de ce que tu donnes. Mais, il y a des choses qui arrivent aussi très souvent, ce sont plutôt des risques de type plutôt réputationnel. Typiquement, tu mets un chatbot, en e-commerce et des gens s'amusent à un peu le titiller, en mettant des choses, qui sont un peu dans l'actualité. Donc c'est un peu compliqué disons de trouver des manières de modérer pour le data scientist et donc du coup, tu vas te retrouver avec des réponses, qui marchent pas. Je prends un exemple, je sais pas, supposons que enfin, je prends un exemple vrai, mais sans dire le nom de la boîte. Donc supposons que vous mettez en place une IA générative dans la distribution, et que, les gens donc le chatbot est censé te faire des recommandations sur, les types de produits. Donc par exemple, quel type de perceuse il faut que j'achète? Quel type de peinture est-ce qu'il faut que j'achète? Voilà, ce genre de choses, les modèles, ainsi de suite et que ce chatbot, les gens se mettent à poser des questions du type, «Je veux, à partir de maintenant, décorer, ma chambre avec, le drapeau du Hamas et je le veux de telle ou telle manière» et puis après tu peux avoir facilement, ton IA qui peut répondre: «Voilà, utilise cette peinture, fais ça» et puis le problème, c'est qu'une fois que tu as ce type de réponse, tu as souvent un petit screenshot qui part et qui finit sur Twitter et du coup ça crée un espèce de buzz hem, sur les réseaux sociaux et ça peut être juste des risques réputationnels, mais c'est un vrai truc que les gens regardent de plus en plus, hein. Moi, dans les boîtes avec qui je parle, c'est un truc, ultra vu. Puis un autre risque aussi qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est, bah, sécuritaire, en fait. C'est super facile d'hacker une IA générative et il y a des gens qui vont s'amuser, bah, typiquement, je reprends cet exemple-là de l'IA dans une boîte de distribution. Bah, tu peux par exemple poser des questions qui ont rien à voir avec les produits, de cette chaîne, genre une question du genre, «C'est quoi le salaire du CEO?» et si le truc est mal fait, ben, il va puiser dans les données internes, peut-être les données RH et il va peut-être répondre en fait. Tu vois? Donc ça, c'est ce qu'on appelle du data leakage et c'est des choses, plus liées à la sécurité qui sont ultra importantes aussi, hein. Voilà. Ok, ouais, très clair. Effectivement, je pense que c'est d'autant plus d'actu que désormais ces outils sont accessibles à tous et qu'ils sont nouveaux et du coup il y a rien de plus marrant que d'essayer de les détourner. Euh, Concrètement, les solutions que tu as identifiées dans ton travail de recherche et du coup que vous commencez à déployer avec Giscard, quelles sont-elles? En gros,
Pour parler de solutions, il faut, d'abord, voir un peu comment ils sont construits, le process de construction d'une IA générative et souvent ce process-là, il est assez artisanal en fait, hein, quand on fait une IA générative, notamment ce que je dis par exemple des chatbots internes, c'est souvent ce qu'on appelle des RAG, donc Retrieval Augmented Generation et donc en gros ce que c'est, hein, c'est une partie où tu vas d'abord chercher dans ta donnée interne en faisant des rapprochements avec, la question qui a été posée et puis ensuite à partir de ce que tu as reçu, tu vas avoir une petite, touche supplémentaire d'IA générative qui va essayer, d'utiliser, ce contexte que tu as retrouvé, pour générer des choses. Donc c'est ça, en général quand on fait cette partie-là, bah, c'est assez artisanal dans le sens où tu as beaucoup de paramètres à gérer. Donc par exemple, comment je découpe ma knowledge base, comment, je vais, est-ce que je fais des petites phases intermédiaires qu'on appelle de re-ranking? Voilà, il y a plein de est-ce que j'utilise des outils, différents? Quel type de LLM j'utilise? Est-ce que c'est du OpenAI? Est-ce que c'est du Llama? Donc en fait, tu as plein de choix et souvent, pour gérer les problèmes de qualité, le truc que les gens ne font pas ou font très peu, c'est dès le départ, quand tu fais tes petits choix, et vu que c'est un peu du essai-erreur, c'est de pas commencer par écrire ce qu'on pourrait appeler des critères de qualité, en fait, des espèces de métriques qui te permettent de dire: «Bah, voilà, quand je commence à faire une petite expérimentation en changeant, en bidouillant un petit paramètre, bah, je veux être sûr que je dégrade pas, en termes d'hallucination ou je dégrade pas en termes de, contenu pas sécuritaire». Et c'est souvent ça l'erreur, principale, qu'on avait vue, c'était que, ben, les gens, ne mesuraient pas assez vite la qualité de leur modèle quand ils commencent à bidouiller et quand ils commencent à itérativement, le développer. Et du coup, nous, on propose, des méthodes pour, mesurer déjà, ce qu'on appelle nous des tests, mesurer ces différents problèmes. Donc ça, c'est une première chose qu'on propose et la particularité, c'est qu'on le propose, on propose des tests qui sont extrêmement spécifiques au cas d'usage. Donc typiquement, si je prends l'exemple de cette grande distribution, qui, fait un chatbot interne, bah, on va proposer des tests qui sont super spécifiques à leurs produits, par exemple. Donc c'est ça qu'on fait. Après, on propose aussi d'autres choses, hein, pas que des tests, on fait aussi du monitoring, de sorte à ce que quand tu vas être en prod, vraiment être sûr qu'il y a pas des gens qui commencent à s'amuser, à titiller le modèle et voilà, tu as des détecteurs qui regardent ces choses-là. Mais tu vas aussi regarder, plutôt en pré-prod complètement aussi, des espèces de phases de détection. Donc on a ce qu'on appelle un scan. Donc un scan, c'est un peu comme un scan antivirus. Tu vas regarder, en un coup, donc ça va mouliner pendant 1 heure et ça va regarder, si ça va identifier des vulnérabilités que tu peux avoir à plusieurs niveaux, contenu toxique, data leakage, hallucination, ainsi de suite. Donc voilà les différentes solutions, qu'on peut développer. Ok, et typiquement, la question des sujets d'actu que tu as mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qui évolue en permanence, qui est très difficilement prédictible pour vous. Sur un cas comme celui-ci, vous vous y prenez comment? Ouais, c'est justement ça la grosse difficulté. Donc ce qui est important, c'est donc nous on a staffé des chercheurs, en machine learning qui vont updater, tout le temps, un peu comme on updaterait un antivirus, hein, il faut toujours le patcher un peu. Bah, on fait ça, on passe un peu de temps à toujours le mettre à jour, notamment en lisant des papiers de recherche où on voit que des attaques remontent. Mais oui, il y a des choses qui sont ultra difficiles, surtout des trucs liés à l'actualité où là, ben, c'est compliqué. Donc du coup, il faut réussir à monter un peu en abstraction, de dire, des choses du type, voilà, si, tel ou tel contenu est sensible, alors, ne donne pas de réponse ou alors, va loguer. Donc donc oui, c'est pas facile, hein, surtout s'il y a des choses d'actualité, mais c'est une manière assez facile de hacker un LLM, d'utiliser l'actualité. Et une des particularités aussi de Giscard, c'est la dimension open source de votre projet, qui du coup répond aussi, j'imagine, à ces enjeux de devoir très régulièrement updater votre fonctionnement pour rester bah, au top en simultané des avancées qui ont lieu dans ce secteur à une vitesse hallucinante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette dimension-là? Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent peu l'open source. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça vous apporte, aussi bien en termes d'opportunités que de challenge? Ouais,
Alors ça, c'est vrai que je trouve que par exemple dans les livres de product management ou les différentes, enfin, formations quoi que ce soit, on parle très peu de l'open source et pourtant, je pense que c'est tout un truc l'open source, pour plein de raisons. Parce que, déjà l'open source, en fait, il y a le concept d'utilisateur, certes, mais il y a aussi le concept de contributeur puisque et ça, c'est clairement quelque chose de voulu, en fait. On cherche à ce qu'il y ait des gens qui contribuent sur notre repo. Donc il faut que notre repo de code soit organisé d'une certaine manière, documenté d'une certaine manière, avec des guidelines. Et donc, les contributeurs sont un peu vus comme une forme d'utilisateur, hein. C'est une forme d'utilisation en fait de contribuer à Giscard. Donc déjà, ça c'est une différence, une autre grosse différence de l'open source, c'est évidemment c'est il faut être extrêmement compétitif parce que qui dit open source dit du jour au lendemain, en une seconde, quelqu'un peut reprendre tout votre code et construire quelque chose par-dessus. Donc, c'est extrêmement, enfin, il va dire, c'est très stressant en fait, hein, quand tu développes, quand tu diriges une équipe enfin, produit et de recherche dessus, c'est que tu dois être extrêmement compétitif et hem et en fait, nous, des packages qu'on voit des concurrents, surtout dans le domaine de l'IA, il y en a vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, hein, qui est déversé sur l'IA, beaucoup de levées de fonds et donc il y a de plus en plus de concurrents. Donc ça demande en fait de gérer encore plus rapidement. En fait, si on veut, c'est peut-être le product led growth, mais exacerbé en fait, si on veut l'open source il faut vraiment diminuer les frictions, d'usage, et pire que ça, en fait, il faut non seulement c'est les frictions d'usage, mais c'est clairement aussi les frictions du dev pour que les gens dev au-dessus de l'outil, en fait. Donc on va encore plus loin, que ça, le rendre ultra self-service, puisqu'il y a pas de il y a même pas de commerce. C'est même pas comme s'il y avait un espèce de free tier où c'est gratuit et que quelqu'un peut l'utiliser. C'est même pas gratuit, c'est que le code est là, quoi. Donc ça demande une forme de self-service encore plus forte. Et oui, et en termes de développement, ça demande encore plus rapidement d'itérer, d'essayer de gérer l'incertitude en faisant de plus en plus du validated learning, mais beaucoup plus, rapidement, de faire des cycles des roadmaps produits, mais ultra courtes, pratiquement enfin, moins de 4 mois, entre 1 et 4 mois, quoi. Donc c'est pas facile. Et du coup, quelles opportunités ça vous a apporté de faire ce choix-là? Et l'opportunité, ben, disons que l'opportunité de l'open source, à la base quand même, c'est de se dire, c'est de faciliter à fond, l'usage. On sait aujourd'hui que par exemple dans le monde de l'IA, il y a enfin l'open source c'est ultra présent, depuis même le début de l'IA, hein, avant même l'IA générative, quand les gens, entraînaient des modèles, souvent ils utilisaient des packages open source, qui existent déjà, hein. Puis il y a des belles boîtes comme Hugging Face qui sont là-dessus aussi. Donc déjà ça nous apporte aussi beaucoup de voilà, enfin ça nous permet d'accéder au marché et puis de l'autre côté, l'open source pour nous c'est ultra important quand tu fais de la qualité de l'IA parce que tu t'attends à ce que des gens puissent contribuer sur ton repo pour, trouver des failles, des problèmes, créer des tests. Donc c'est important de entre guillemets «de crowdsourcer», les idées de vulnérabilité, donc pour nous c'est important. Et puis troisièmement, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la crédibilité. L'open source, c'est un super outil, un asset marketing aussi, hein, ça permet de générer des leads, ça permet donc commerciaux, mais aussi, simplement que les gens, t'utilisent plus facilement. En fait, c'est souvent le réflexe des développeurs, d'IA, c'est d'aller d'abord vers l'open source. Donc ça te permet que les gens te regardent d'abord avant d'aller voir la solution payante à côté. Donc c'est aussi un énorme asset marketing. Ouais, c'est assez incroyable, de voir l'enthousiasme, que génère l'open source maintenant dans cette communauté IA, l'idée par Uniface effectivement comme tu en parles. Et du coup pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui les outils que vous développez, sont accessibles, gratuitement, et peuvent aussi être, du coup, modifiés par les équipes, qui s'en saisissent, derrière. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus sur votre business model et comment est-ce que vous fonctionnez du coup d'un point de vue financier?
En fait, c'est assez traditionnel. En général, quand tu fais de l'open source, tu pas 1000 manières de monétiser. Tu en as 3 en fait. Donc soit alors la manière la plus bête et méchante, c'est de se dire, ben, tu as fait un truc open source, mais tu peux le hoster tout simplement. Donc tu l'héberges et tu en fais une solution SaaS. Et donc forcément, vu que c'est une solution SaaS et que tu l'héberges, bah, tu as des coûts, bah, tu fais payer les gens parce que c'est normal et voilà, tu l'héberges. Donc ça, c'est une première manière. Une autre manière de monétiser l'open source, c'est, de créer des services additionnels, donc des features un peu plus, au-dessus de cette brique, notamment des features avancées, que tu fais payer, mais plutôt, sur des publics plus, enterprise. Donc notamment, les trucs les plus connus, c'est vraiment des features du type, authentification, user management, enfin tous les trucs que les grosses entreprises ont besoin, sécurité et que tu peux monétiser et dernière chose, bah, en général, c'est aussi simplement du service, en fait. Donc là, du coup, tout le service, derrière et nous, on en a beaucoup parce que, on fait beaucoup de détection, des vulnérabilités des modèles, notamment en IA générative. On fait du red teaming, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'attaquer un modèle avec nos ingénieurs pour essayer ensuite d'écrire un rapport de vulnérabilité et c'est souvent un point de départ avant de mettre en place des tests et donc tout ce service-là aussi, on peut le monétiser. Et en fait, nous, on fait un peu des 3 en fait pour, monétiser. Souvent, c'est ce que les gens font, hein, ils font un peu des 3, mais voilà, c'est assez traditionnel, quoi. Ok, très clair. Sur du coup, pour en revenir au modèle de GenAI et est-ce que votre vision avec Giscard, donc là tu nous as parlé des premiers problèmes auxquels vous répondez. Comment est-ce que tu vois les choses avancer au long terme? Il y a un peu ce duel entre l'open source et le closed source, avec des leaders assez incroyables des deux côtés. On en a d'ailleurs en France avec Mistral, un super exemple avec Face aussi, monté par des Français, et même l'AI Act va plutôt dans ce sens-là, sur une vision 5 à 10 ans. Quelle direction va prendre l'écosystème GenAI selon toi sur ce sujet? Peut-être les gros enjeux qu'on voit, c'est effectivement il y a un peu cette guéguerre entre, l'open source et les modèles propriétaires et en fait, l'enjeu, c'est essayer de comprendre pour savoir qui va gagner. C'est de se dire, qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est plutôt le fait, un peu comme OpenAI, le fait qu'ils reçoivent beaucoup de feedback de la part des utilisateurs et qui récupèrent plein de données parce qu'ils ont beaucoup d'usages? Est-ce que c'est ça qui va leur permettre, d'améliorer leur modèle? Ou est-ce que c'est plutôt le fait quand on est open source, ben, c'est le fait que plein de gens arrivent à fine tuner de nouveaux modèles et au final, c'est un peu la force du collectif qui fait que les modèles deviennent meilleurs. Donc en fait, c'est ça, savoir si est-ce qu'un des 2, qu'est-ce qui fait que les modèles sont meilleurs? Heu, Là aujourd'hui clairement, en fait moi j'ai vu des cycles. D'abord il y a eu un espèce de retard de l'open source, ensuite il y avait, une des grosses avancées de l'open source, puis ensuite il y avait GPT-4 qui arrivait et du coup retard. Et puis là évidemment il y a avec, Mistral et qui fait un super boulot, et qui pousse l'open source et d'ailleurs là aujourd'hui, il y a des vraies rumeurs qui disent qu'il y a un modèle qui est très proche de GPT-4 et qui est open source. Hem, donc là le cycle est plutôt dans le sens où, l'open source a rattrapé. Et qu'est-ce que ça veut devenir? Enfin, peut-être qu'on peut parler de l'enjeu à la fin, en fait, parce qu'en fait, si on veut, la révolution de l'IA générative, c'est assez proche un peu de la révolution de l'internet, au départ et c'est vrai qu'à la base, l'internet, à la base, les idées derrière, c'était souvent des idées un peu libertariennes. On se disait: «Ben, voilà, le monde de l'open source, on va ouvrir les choses» et puis à la fin, on sait ce que c'est devenu. C'est devenu des énormes monopoles où, tu as des acteurs, qui ont pris toutes les parts de marché et du coup, qui exercent une situation de enfin complètement monopolistique et qui pose plein de soucis aujourd'hui, des enjeux, ben, de démocratie, avec, des élections qui se passent mal, la polarisation des populations, la radicalisation des gens, enfin, il y a plein de soucis aujourd'hui et de santé aussi, hein, des effets pervers qui sont créés à cause de ça. Et du coup, la question, c'est de savoir, mais est-ce que l'IA générative, on va aller plutôt vers ce modèle-là, où, les entreprises privées vont complètement prendre le dessus de tout ça? Ou est-ce qu'on va réussir
à faire une deuxième version de l'internet, mais différente. Et c'est ça en fait le vrai enjeu de cette course. Mais après, ceci dit, une fois que c'est dit tout ça, moi personnellement, je pense que l'open source, là, avec ce que je vois très dernièrement, parce qu'aujourd'hui, l'IA générative, ça va vers les modèles multimodaux, hein, donc on va utiliser à la fois des images et du texte. Quand je vois les avancées des modèles multimodaux open source, j'ai l'impression que ils vont y arriver, quoi, et à dépasser du GPT-4. Mais après, voilà, ça va être en dents de scie, en fait. Après GPT-4, il y aura GPT-5 qui sera peut-être très très bon, et ainsi de suite, quoi. Ouais, on va suivre ça de près. Sur, une boîte comme Meta, qui du coup se positionne en leader, hein, sur la distribution de modèles de langage open source. Quels sont les intérêts d'une boîte comme Meta d'ouvrir ces modèles comme ça? Est-ce que tu peux l'expliquer à des gens qui découvrent ce milieu? On peut avoir des hypothèses, mais moi je pense qu'ils avaient pas le choix, en fait. Enfin, après avec l'arrivée d'OpenAI et tout, enfin eux travaillaient déjà sur Llama, et je pense qu'ils avaient pas le choix de lancer. Et d'ailleurs, c'était pas complètement open source, hein. Enfin, il y a des subtilités dans les modèles open source d'IA générative. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on met en open source les poids des modèles qu'on a perdu toute forme de propriété intellectuelle sur les modèles. Parce que en fait, au final, ce qui est vraiment difficile, c'est la donnée. Et la donnée, elle est rarement open source, hein, même chez Mistral. C'est ça, on n'y est pas encore, hein, donc c'est pas parce que c'est alors quand je dis les poids, en fait, ce que je veux dire, c'est les paramètres du réseau de neurones. Donc il y a des milliards de paramètres, hein, 7 milliards, ainsi de suite. Et c'est ces paramètres-là qu'on connaît, qu'on peut les voir. Et donc du coup, à la base, Llama, ils étaient pas vraiment dans cette logique-là. Ils avaient une licence un peu particulière, et c'est au fur et à mesure, ils étaient un peu poussés par le marché à mettre Llama 2. Et donc voilà, même pour moi, ils avaient pas le choix. C'est plus ça. Enfin, Facebook, même enfin, le travail de l'open source, Facebook a déjà mis en place des solutions open source qui ont plutôt bien marché, notamment sur les bases de données, des choses qui ont marché. Mais souvent, c'est parce que c'est aussi une manière de maintenir leur stack en ayant des contributions. C'est aussi, enfin, il y a plein de grandes boîtes, hein. Moi, je travaillais dans une grande boîte avant où l'idée de l'open source, c'est simplement de se dire, j'ai plus envie de maintenir ce truc et j'aimerais que la communauté me le maintienne à ma place. Et c'est aussi une stratégie. Donc, il y a pas que on va dire, de la philanthropie derrière l'open source, hein. Ouais, ça on n'en doute pas trop, effectivement. C'est aussi une manière de repérer des talents, de les Oui, ah oui, attirer. oui. Et ouais, pour Meta, surtout dans l'IA aujourd'hui, c'est vraiment une guerre à ce niveau-là. Et du coup, un Mistral, si on prend cet exemple qui nous est cher, comment est-ce qu'ils s'y prennent, eux, pour limiter les vulnérabilités de leur modèle? Où est-ce qu'un outil comme Giscard s'intègre? Est-ce qu'ils ont créé leur propre Giscard? Est-ce que du coup vous intervenez plus tard, en fait, dans la conception des outils qui s'appuient sur des modèles comme ceux de Mistral? Ouais, tu peux nous raconter un peu ça? Ouh, ça, c'est des questions. Alors, alors que Mistral, on les connaît bien parce qu'on fait des projets communs, et nos ingénieurs discutent avec Léla. Mais sur cette question-là de la safety chez Mistral, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont très confidentielles dans ce qu'ils font. Tout n'est pas loin de là, très très loin de là. Et même pour des gens comme nous qui travaillons avec eux, voilà, on sait pas tout. Et puis ils sont aussi en phase de recrutement, hein, Mistral. Enfin, sur les activités de type safety, voilà, ils viennent de recruter quelqu'un, et ça c'est en train de se structurer, hein. C'est une boîte très récente, et l'équipe est en train de grossir, hein. Donc ils se structurent, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Là-dessus, sur ce sujet-là, ils ont recruté quelqu'un qui va arriver bientôt, et qui va travailler sur ces sujets-là. Ok. Et du coup, aujourd'hui, un founder qui voudrait utiliser un modèle de Mistral, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quel moment est-ce que Giscard intervient, Ouais. tu vois?
En gros, donc quand vous utilisez un modèle fondationnel type Mistral, ce que les gens font en règle générale, alors il y a des gens qui vont fine-tuner parce qu'ils ont plein de données à eux et ils veulent quelque chose de structurellement, qui prend structurellement en compte leur spécificité métier, mais c'est assez rare, sauf quand on a des cas un peu avancés. Mais en règle générale, les gens, ce qu'ils font, c'est simplement, par exemple, quand on construit un RAG, heu, ils vont, heu, ils vont assembler, ce modèle fondationnel avec, d'autres choses, hein, donc une partie retrieval et tout. Donc c'est beaucoup du prompt engineering. En gros, on écrit des prompts, on les utilise et en général, quand on utilise Giscard, c'est quand on a un premier prototype, de modèle qui est adapté à son use case. Donc typiquement, quand on a un RAG qu'on a un premier prototype qu'on a fait, alors qu'on peut faire très vite. Aujourd'hui, il y a des librairies qu'on peut utiliser comme LangChain qui te permet de faire un RAG en 10 secondes, vraiment très facilement et en utilisant n'importe quel modèle, fondationnel, donc par exemple du Mistral. Donc du coup, ça se fait assez vite et c'est une fois que tu as ça et ben, Giscard rentre en jeu. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un scan de ce premier prototype pour trouver les premières vulnérabilités et à partir de là, c'est une phase itérative où tu peux construire une suite de tests et ensuite tu continues à développer ton RAG, où tu vas l'améliorer, tu vas rajouter des briques, un guardrail, tu vas changer, peut-être tu vas passer d'un modèle Mistral à un autre par exemple. Tu peux changer un peu ta manière de structurer tes données. Donc là, tu vas changer au fur et à mesure et au fur et à mesure, tu vas réexécuter tes tests. À chaque fois que tu fais un truc, tu réexécutes tes tests pour être sûr que tu dégrades rien du tout et au fur et à mesure, tu vas incrémentalement arriver à quelque chose qui marche relativement bien. Donc c'est ça le process en règle générale. C'est de commencer au plus vite à tester avec Giscard et ensuite de garder ces tests tout au long du développement de l'IA. C'est intéressant ce que tu dis sur la dégradation du modèle, parce que du coup, effectivement, tu mets en place, suite au test, de nouvelles barrières, des garde-fous, on va structurer les données différemment, etc., pour éviter les dérives. Est-ce que ça vient pas nuire du coup à la qualité des réponses? Est-ce que vous mesurez ça aussi, au-delà d'éviter les fails sur des réponses un peu risquées? Est-ce que vous mesurez le fait que ça ne nuise pas à une superbe vision overall du modèle sur les données qui permet d'en extraire vraiment la valeur? C'est super important quand on travaille sur les questions de vulnérabilité de risque, de toujours comprendre le trade-off qu'il peut avoir avec la performance globale. Sinon, on peut vraiment dégrader la performance globale, hein, c'est sûr. Enfin, typiquement, si tu modères tout, ben oui, tu auras pas de risque. Mais, du coup, effectivement, un des premiers trucs qu'il faut faire, c'est tester, la performance globale. Donc il y a plein de méthodes pour le faire, hein. Il y a une méthode toute bête, c'est prendre, heu, quelques cas qui sont, très représentatifs de ta knowledge base et pour chaque cas, ben, tu peux générer la bonne réponse, alors soit automatiquement, ou soit tu le fais un peu manuellement. Puis tu prends tous ces cas-là et tu les mets dans une suite de tests et ensuite, voilà, donc chaque fois que tu fais une petite, amélioration incrémentale de ton modèle, bah, cette suite de tests, elle va vérifier que sur tes 100 cas, tu as toujours la bonne réponse et donc c'est une manière de vérifier la performance globale, quand et voilà il faut toujours, hein, avoir en tête qu'il y a des trade-offs. C'est normal, hein, qu'il y en ait, mais toute la question, c'est d'en être conscient et pour savoir comment gérer le trade-off. Ok, donc bien avoir en tête effectivement dès le début ce qu'on veut absolument pas dégrader. Euh, Du coup, avec Giscard, vous êtes en contact avec plein de boîtes qui sont en train d'intégrer la GenAI dans leurs produits, de lancer des nouveaux produits de GenAI. Au-delà de cette question de la vulnérabilité des modèles, est-ce que tu peux, ouais, de par ton expérience, nous dire aujourd'hui quels sont les pièges dans lesquels tu vois des boîtes tomber? Est-ce que tu as des conseils pour des founders qui sont encore à ce moment-là du fine-tuning de leur modèle, qui se rendent compte que le modèle il est bien à 90% du temps, mais 10% ça marche pas. Ce serait quoi les quelques apprentissages de ce que tu observes que tu aurais à partager à des entrepreneurs? Alors, au-delà des vulnérabilités, de toutes ces questions, liées au risque, qui est quand même une grosse question, mais, au-delà de ça, quand on développe une IA, ce que j'ai pu voir, c'est, notamment tous les gens qui essaient de faire des chatbots internes,
puisque c'est quand même le cas d'usage number one de loin. On a souvent des gens qui s'imaginent qu'avec des données mal structurées, l'IA va faire quelque chose de magique et te donner quelque chose de bien. Et en fait, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que quand tu fais un chatbot interne, la partie générative de l'IA, elle est cosmétique en fait. En tout cas, telle que c'est aujourd'hui. La partie la plus clé, c'est vraiment la partie retrieval. C'est la partie où tu vas t'amuser à retrouver le contexte qui correspond au mieux à ta query. Et cette partie-là, elle est compliquée, notamment quand tu as des données enfin, quand l'information que tu cherches, elle est très dispersée dans ta knowledge base. Et ça arrive évidemment quand c'est mal structuré, ça arrive. Et donc, c'est d'imaginer que l'IA générative va faire des miracles. Ça, c'est peut-être un premier point. C'est d'abord faites des données qui bien structurées, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et qui dit données bien structurées, c'est une question de process en fait. Il faut mettre les bonnes personnes en place, il faut que les gens sachent exactement comment. Enfin, il faut qu'il y ait une forme d'homogénéité, une standardisation dans le process pour pouvoir le documenter de manière stable. Donc c'est toujours ça, mais ce qui est classique, ouais. Tu peux nous donner juste un exemple concret sur ce point-là pour voilà, des gens qui ont les mains dedans aujourd'hui? Ouais, par exemple, nous, on travaille un peu sur la génération de la documentation. Heu, c'est un truc qu'on fait. Quand tu génères de la documentation, si ta documentation, enfin, les données que tu vas utiliser pour générer la documentation, elles sont un peu dispersées partout. Donc typiquement, si la donnée que tu utilises, c'est du code, où tu vas voir les versions de tes différents objets, qu'il faut que tu lis avec ce qui est écrit dans ta documentation de telle version, elle est faite de telle manière, mais qui est aussi lié avec d'autres choses qui n'ont rien à voir, peut-être des comptes rendus de réunions où tu parles de ces modèles. Donc en fait, tu vois que l'information, elle est vachement dispersée et au moment où tu vas poser une question du genre, «Raconte-moi l'historique de ce qui s'est passé, pour tel ou tel modèle», on va dire, ben, le truc, il va pas réussir à faire le lien directement et te dire: «Bah, voilà, si c'est passé de manière centralisée». Donc voilà. Et par contre, si tu avais structuré la donnée de manière un peu plus orientée modèle, donc du coup, tu fais un paragraphe sur ce modèle-là et tu dis: «Bah, voilà», et tu fais des bons liens qui se réfèrent bien. Là, ça se passe plus facilement. Donc voilà, enfin, c'est un exemple de comment on structure de la donnée, mais c'est tout bête, hein. C'est structurer la donnée, ça veut dire, bah, c'est comme quand tu fais une page Notion, tu vois? Il faut, je sais pas, il y a un titre, des bullet points. Quand tu fais, faut que tu fasses des références, donc faut que tu mettes des liens pour que ça fait, enfin, voilà, un truc comme ça, quoi. OK, merci beaucoup. Du coup, je t'ai coupé, tu te lancer sur peut-être un deuxième conseil? Ouais, alors la structuration de la donnée, c'est important. Un deuxième conseil, bah, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il y a pas de science exacte sur l'IA, générative. C'est beaucoup un processus itératif, essai-erreur, un peu artisanal. Donc il faut commencer par faire un prototype très rapidement, déjà, ça c'est important. Et après il faut itérer et ajouter des petites choses et tout, et évidemment mesurer à chaque fois, hein, pour pas faire de régression. Mais c'est ça, c'est vraiment d'avoir ça en tête, que c'est très, artisanal. C'est pas forcément très dur à faire, mais c'est artisanal. Voilà, je pense que c'est les 2 choses, hein. Si c'est vraiment lié au développement de l'IA générative, c'est vraiment les 2 choses qui me viennent en tête. OK, j'aurais une dernière question pour toi. C'est quoi aujourd'hui les boîtes qui t'inspirent dans la Gen AI, hein, que ce soit des petites ou grosses? Est-ce que tu as des découvertes récentes que tu aimerais partager à nos auditeurs? Bah, après moi je regarde beaucoup l'open source. Il y a des outils plutôt type cybersécurité, LLM Guard, enfin dans mon secteur à moi que j'aime bien. Donc qui sont des outils pour assurer la sécurité des IA génératives. Qu'est-ce qu'il y a, qui est pas après, Hugging Face, ils font du bon travail, mais après tout le monde les connaît, mais moi j'aime bien. J'aime bien cette boîte de manière générale, Pourquoi? parce que, ils ont une manière de développer,
enfin, ils sont capables de mettre en prod des choses qui marchouillent vraiment, mais tout en l'assumant et parce qu'ils ont développé, je pense, une forme de bienveillance de la part de leur communauté, grâce à tout leur marketing derrière, qui est très axé sur la bienveillance, le petit smiley, enfin l'émoticône et tout ça. Et du coup, ils ont cette capacité vraiment de shipper assez vite, bien, des choses qui sont pas totalement finies, donc ils arrivent à innover assez vite. J'aime bien cet esprit-là. Donc voilà, je dirais Hugging Face qu'on aime beaucoup. Et puis après oui, enfin regardez bien les outils dans l'open source, hein, il y a plein de choses qui se font, hein, c'est vraiment c'est juste incroyable. Il y a vraiment plein de choses qui se font. Et et ouais, donc c'est souvent sur GitHub, hein, qu'on a les vitrines des solutions open source. Vous pouvez regarder les choses qui sont trending sur GitHub. Vous avez souvent des trucs assez sympas et souvent liés à l'IA générative. Et ouais, effectivement, de plus en plus. Sur Twitter aussi, ou X, on voit pas mal de partages des derniers repos un peu trendy, Hugging Face ou GitHub. Trop cool. Bah, merci beaucoup Jean-Marie. Hyper intéressant d'avoir ton regard qui est singulier pour plein de raisons différentes. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Si jamais les gens veulent t'écrire, te contacter ou te suivre, tu leur donnes rendez-vous? Sur LinkedIn évidemment, hein, enfin, vous pouvez me contacter sans problème et j'habite à Paris, donc avec plaisir pour un café. Et si vous voulez soutenir Giscard et le projet open source, n'hésitez pas à mettre un petit stars sur GitHub justement, parce que c'est comme ça qu'on voit les gens qui le mettent un peu dans leurs favoris quand ils veulent utiliser Giscard. Donc voilà, Trop petite cool. promo. Let's go sur les stars GitHub de Giscard. Merci beaucoup Jean-Marie. À la prochaine. Merci Adrien. Salut. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite.